Dimanche, Matignon a annoncé un remaniement pour remplacer les 3 ministres sortants. On retrouve des personnalités du premier cercle d'Emmanuel Macron. La mobilisation se poursuit, la stratégie du gouvernement aussi. Interpellation préventive, sous-estimation des chiffres et interdiction de manifester. Le bras de fer entre les Gilets jaunes et Emmanuel Macron n'en finit plus. Les Ukrainiens étaient appelés aux urnes pour élire leur nouveau président de la République. 5 ans après la crise, c'est Volodymyr Zelensky, un humoriste qui arrive en tête au premier tour. Poroshenko et Tymoshenko se disputent quant à eux la 2e place pour être au second tour. Madame, Monsieur, bonsoir. Et avant de commencer cette édition du 1er avril, une information de dernière minute. Alors que certains s'étonnaient de l'absence de Jean-Frédéric Poisson sur la liste des amoureux de la France pour les élections européennes, Nicolas Dupont-Aignan vient tout juste d'annoncer qu'il abandonnait sa place de numéro 1 au président du PCD pour mener la liste. Information de dernière minute qui va peut-être rebattre les cartes. Et à la une de notre édition, le remaniement gouvernemental, un remaniement en forme d'avènement du premier cercle après le départ de Nathalie Loiseau pour les européennes et de Mounir Majoubi et Benjamin Griveaux pour se disputer Paris. Des fidèles d'Emmanuel Macron intègrent le gouvernement. Élise Blaise. Ndiaye au Montchalin. Il ne s'agit pas d'une onomatopée de 1er avril, mais des nouveaux entrants au gouvernement. Pour remplacer Benjamin Griveaux, parti livrer la bataille de la capitale pour les municipales de 2020, il faut désormais compter sur Siben Ndiaye, au porte-parole du gouvernement. Ce soutien d'Emmanuel Macron de la première heure était jusqu'alors responsable de la communication du Palais de l'Élysée, un poste qui lui avait déjà permis de se faire remarquer, notamment à l'occasion de la mort de Simone Veil, qu'elle avait confirmé par un message très start-up, je cite « Yes, la meuf est dead ». Une information révélée à l'époque par le Canard enchaîné et évidemment démentie par l'intéressé. Cette mère de 3 enfants née au Sénégal a déjà une longue vie dans les méandres politiques. Militante à l'UNEF, l'Union nationale des étudiants de France, elle sera également administratrice de la LMDE, la mutuelle des étudiants. En 2002, elle adhère au Parti socialiste en réaction à la qualification de Jean-Marie Le Pen au second tour de la présidentielle. En 2006, elle s'engage dans la primaire aux côtés de Dominique Strauss-Kahn avec 3 autres camarades, Benjamin Griveaux, Stanislas Guérini, l'actuel patron d'En Marche, et Ismaël Emelien, le conseiller politique d'Emmanuel Macron accusé d'avoir fait publier des vidéomontages dans l'affaire Benalla. Sibeth Ndiaye expliquait de son côté dans un entretien donné à l'Express qu'elle assumait parfaitement de mentir pour protéger Emmanuel Macron. Pendant la campagne présidentielle, son travail avait également été pointé du doigt, prompte à téléphoner aux journalistes quand un article ne satisfaisait pas le futur Jupiter. Elle s'était donc déjà fait remarquer pour ses méthodes musclées. Au rang des femmes à poigne, on trouve également Amélie de Montchalin. Le député de La République En Marche récupère donc la place de Nathalie Loiseau, partie pour mener la liste aux européennes, au ministère des Affaires européennes. Celle que Gérald Darmanin aurait appelée le Labrador pour railler sa fidélité aveugle à l'égard du président de la République était à compter parmi les députés que l'on nomme à l'américaine les whips, fouets dans la langue de Shakespeare. Des élus qui mènent le groupe à la baguette. Lors des votes sur des textes sensibles, les whips assurent ainsi de l'obéissance des députés, quitte à leur mettre des coups de pression. Amélie de Montchalin avait d'ailleurs été choisie pour son expérience managériale dans le privé, un gage pour faire régner l'ordre. Avec ce nouveau ministre donc, pas de remous à prévoir. Dernier nouvel arrivé, Cédric O au secrétariat d'État chargé du numérique. Mounir Majoubi voulant également ravir la mairie de Paris, quitte à affronter son collègue Benjamin Griveaux, la place était vacante. Né d'un père coréen et d'une mère lyonnaise, Cédric O n'a jamais été élu, mais il grenouille en politique depuis longtemps. Un temps conseiller de François Hollande, il a également travaillé aux côtés de Pierre Moscovici. Depuis l'élection d'Emmanuel Macron, il était conseiller conjoint du président et du Premier ministre. Des conseillers donc et un député au garde à vous. Le remaniement qui aurait pu servir d'apaisement avec quelques gestes d'ouverture vire finalement au bal de fin de promo. Un environnement de start-upers sans doute choisi pour assurer un président de plus en plus chahuté. Le gouvernement étouffe les gilets jaunes alors que des milliers de manifestants ont une nouvelle fois battu le pavé samedi. L'exécutif a poursuivi sa stratégie de démolition en multipliant les interdictions de manifester et les interpellations préventives. De quoi faire grimper la tension d'un cran. Thibaut Bastide. Après plus de 4 mois et 20 samedis consécutifs de mobilisation partout en France, la guerre d'usure se poursuit entre les Gilets jaunes et le gouvernement. Samedi, pour l'acte 20, ils étaient encore plusieurs dizaines de milliers à s'être rassemblés dans les principaux bastions de la mobilisation. Bordeaux, Lille, Paris, Toulouse, Nice et Avignon.
Toutes ont donc vu défiler les irréductibles gilets jaunes bien décidés à jouer les prolongations 2 semaines après la fin du grand débat national et à s'opposer aux menaces du gouvernement. En effet, après un acte 18 particulièrement tendu entre les forces de l'ordre et les manifestants, l'exécutif a souhaité durcir le ton. Nous interdirons les manifestations se revendiquant des gilets jaunes dans les quartiers qui ont été les plus touchés, dès lors que nous aurons connaissance de la présence d'éléments ultras et de leur volonté de casser. Je pense bien évidemment aux Champs-Élysées à Paris, à la place Péberlan à Bordeaux, à la place du Capitole à Toulouse. Des consignes gouvernementales appliquées à la lettre lors de ce 20e samedi de mobilisation. Ainsi, les Champs-Élysées étaient une nouvelle fois sous bonne garde et 27 arrêtés d'interdiction établis par les préfectures ont été recensés en région. Des interdictions de manifester qui ont été accompagnées d'interpellations préventives. Près de 15 000 ont été réalisées, dont la moitié aux abords des Champs-Élysées. Un résultat impressionnant si on le rapproche des 4 000 petits manifestants comptés par Beauvau. Le nombre jaune annoncé de son côté 102 713 manifestants en France. Des interdictions de manifester, une mobilisation sous-estimée auquel il faut ajouter la crainte de nouveaux affrontements pour décourager les manifestants les moins téméraires. En effet, le gouvernement s'appuie également sur cette donnée pour éteindre progressivement la contestation. Si des affrontements ont effectivement éclaté, ils ont été sporadiques par rapport à ceux rencontrés il y a 2 semaines. Pourtant, la répression s'est poursuivie avec 103 interpellations et 56 gardes à vue comptabilisées. D'ailleurs, certaines d'entre elles ont été particulièrement musclées, notamment rue de Rivoli à Paris. La presse, monsieur. On ne menace pas. Mais c'est surtout à Besançon que l'action policière a été pointée du doigt. En effet, isolé du groupe, un gilet jaune a été matraqué à la tête sans raison apparente. Des interventions policières particulièrement virulentes qui témoignent de la volonté du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, d'éteindre toute volonté de manifestation. Une répression dont s'est d'ailleurs félicité le locataire de la place Beauvau. Sur Twitter, il a salué le sang-froid et le comportement exemplaire des forces de l'ordre. Cependant, à force de vouloir décrédibiliser le mouvement des Gilets jaunes, le gouvernement joue à un jeu dangereux. En effet, le ras-le-bol est de plus en plus présent chez les manifestants bien décidés à tenir tête à l'exécutif. Il aurait fait des gestes vraiment intéressants au bout de, on va dire fin janvier. J'aurais dit bon c'est bon quoi, ça suffit. Mais là, plus on avance, plus on est considéré comme des violents, comme des mauvais. Donc là je lâcherai plus. Une détermination renforcée pour les actes suivants alors que le mois d'avril s'annonce décisif avec le bilan du grand débat national. Un humoriste en tête des élections ukrainiennes. Et non, ce n'est pas un nouveau poisson d'avril, c'est bien le résultat du premier tour de l'élection présidentielle en Ukraine. Volodymyr Zelensky a littéralement écrasé la concurrence. Plus de 30% des voix au premier tour de l'élection présidentielle ukrainienne. Le candidat humoriste Volodymyr Zelensky a largement devancé ses concurrents. Le président sortant, Petro Poroshenko, arrive en 2e position avec moins de 17% des suffrages, quand Yulia Tymoshenko échoue pour la 3e élection de suite avec un peu plus de 13% des voix. Un résultat que cette dernière s'est empressée de contester, expliquant que les sondages à la sortie des urnes négligeaient le vote rural auprès duquel elle dispose de nombreux soutiens. Plus de 2000 observateurs internationaux avaient été mobilisés et des irrégularités ont été constatées par la police sans toutefois que ces fraudes paraissent massives. Dans ce pays de 45 millions d'habitants, la participation lors de ce scrutin est en hausse, une hausse probablement liée à la candidature de Volodymyr Zelensky, néophyte en politique dont le succès semble suivre la tendance dans de nombreux pays, une tendance à sortir plus ou moins réellement les vieilles élites politiques au profit de personnalités qui ne sont pas issues du jeu politique. Mais comme souvent, derrière le vernis du renouveau se cachent des intérêts supérieurs plus ou moins cachés
caché. Ainsi, ses détracteurs n'hésitent pas à pointer du doigt une certaine proximité avec un oligarque, Igor Kolomoïski, un ennemi du président sortant Petro Poroshenko. Outre ses liens supposés avec Igor Kolomoïski, Zelensky traîne tout de même au moins une petite casserole concernant des affaires détenues en Russie, des sociétés de production gérées via des compagnies offshore basées à Chypre. Zelensky, c'est aussi le plus gros succès de la télé ukrainienne, notamment dans une série, Serviteur du peuple, dont il utilisera le nom pour créer son parti politique. Il a également participé à l'équivalent de l'émission Danse avec les stars dans son pays. Ainsi comme en France et ailleurs, la frontière entre showbiz et politique est tout à fait poreuse en Ukraine. À l'initiative de la création d'une société de production dans les années 2000, son image d'humoriste serait incomplète si l'on n'intègre pas son rôle de chef d'entreprise et de producteur. Sa campagne électorale, elle, s'est faite à grands coups de vidéos sur les réseaux sociaux dans lesquels il assume un statut de clown. Durant la campagne, il ne s'est d'ailleurs pas infligé de meetings ni trop de passages dans les médias traditionnels, ce qui lui a valu le surnom de Trump ukrainien. Un député du pays avait d'ailleurs déclaré à son propos au journal Le Monde « Il est comme une théière vide, ce qui compte, c'est ce que l'on verse dedans ». Mais alors qui tire les ficelles? À en croire ses opposants, derrière l'humoriste se cache bel et bien la main de l'homme d'affaires Igor Kolomoïski, ennemi du président sortant, milliardaire, hostile à Moscou. Ce dernier aurait opportunément misé sur le trublion candidat, un choix judicieux si les liens entre les deux hommes s'avèrent réels. Politiquement, l'homme est difficile à décrire, voulant sortir du clivage Est-Ouest qui tiraille la vie politique ukrainienne, il a déplacé le conflit d'influence territoriale vers le clivage générationnel dans le pays. Il s'est également prononcé en faveur d'un cessez-le-feu dans le Donbass et propose de recourir à un référendum sur la question de l'intégration du pays à l'OTAN afin de laisser les électeurs choisir. Mais avant de mettre en place son programme que ses opposants qualifient de simpliste, il devra passer le second tour le 21 avril prochain. L'actualité en bref avec Thibaut Bastide. Intoxication alimentaire mortelle dans un EHPAD près de Toulouse. 5 résidents d'un établissement pour personnes âgées sont décédés. 15 ont été hospitalisés après une probable intoxication alimentaire dimanche soir. Selon la préfecture, des investigations sont en cours pour déterminer l'origine de l'intoxication. Sur son site internet, l'EHPAD indique que ses cuisiniers sont salariés, que la cuisine régionale est préparée sur place. Ouvert en 2006, l'établissement compte 90 chambres. Recrudescence des vols à la tire dans le métro parisien. Depuis le début de l'année, la préfecture de police de Paris a constaté une hausse de 33% de ces délits sur les rails de la capitale. Très souvent, ces vols sont le fait de bandes organisées avec des mineurs originaires principalement des pays de l'Est. Ils profitent de la promiscuité imposée par les rames bondées pour faire les poches de leurs victimes pour la grande majorité des touristes. Si le fléau est bien connu des Parisiens et des forces de l'ordre, les poursuites judiciaires sont quasiment nulles du fait de la minorité des voleurs. Le Grand Orient de France, pas fan d'Éric Zemmour. Selon nos confrères de l'Engadok Info, l'obédience maçonnique a décidé d'exclure de ses rangs des responsables du Cercle Mozart, après que ces derniers avaient invité Éric Zemmour en octobre à Pérols. Ainsi, la section permanente de la Chambre suprême de justice maçonnique du Grand Orient de France a décidé l'exclusion de Michel Froment, l'ancien président du Cercle Mozart, ainsi que de son successeur Jean-Marc Maillot. Cependant, les deux hommes ont pris les devants. Ils ne se sont pas présentés devant la Chambre suprême et auraient même démissionné du Grand Orient de France quelques jours avant. Un revers électoral pour Erdogan. Le président turc et son parti ont subi des échecs dans de grandes agglomérations du pays. Dans la capitale politique, Ankara, c'est un candidat nationaliste du MHP qui a devancé l'AKP d'Erdogan, quand dans le même temps, le centre-gauche laïque anticommuniste revendiquait la victoire à Istanbul. Recep Tayyip Erdogan a remporté toutes les élections depuis l'arrivée au pouvoir de l'AKP en 2002. D'autres grandes agglomérations comme Antalya et Adana ont également été perdues par l'opposition. Cette défaite dans les grands espaces urbains n'est cependant pas une défaite totale puisque le parti d'Erdogan a obtenu plus de 51% des voix au niveau national, confirmant son implantation en dehors des grandes villes. L'homme fort d'Ankara semble payer la situation économique délicate du pays et notamment le taux de chômage élevé. Il a d'ailleurs reconnu sa défaite, déclarant « Il va falloir accepter que nous n'avons pas été à la hauteur et accorder nos actions en conséquence ». Le président turc avait participé à pas moins de 102 meetings en 50 jours. Après 8 campagnes électorales en seulement 5 ans, les Turcs devront attendre jusqu'en 2023 pour retourner aux urnes.
Une femme à la tête de la Slovaquie. Samedi, Zuzana Čaputová, avocate libérale réputée très progressiste, a été élue présidente. Elle a battu son rival Maroš Šefčovič, commissaire européen soutenu par le pouvoir actuel, en obtenant 58,38% des suffrages. Ďakujem vám všetkým, že ste boli so mnou a sľubujem vám, že ja budem s vami. Ďakujem za všetku podporu v kampani. Budem s tými, ktorí mi dali hlas, ale budem aj s vami, ktorých dôveru som si zatiaľ nezískala. Dans un instant, pour notre Zoom du jour, retrouvez Théo dans Nouveaux Talents. Après avoir évoqué les crypto-monnaies, Théo nous parle cette fois-ci des armes russes. Aujourd'hui, et ce depuis maintenant une cinquantaine d'années, la plus grande menace est la menace nucléaire. Les armes nucléaires sont transportées soit à l'aide d'un missile aérien, soit d'une torpille, soit par un bombardier. L'arme de prédilection nucléaire, c'est le missile. Pour stopper un missile, il faut donc mettre en place un système de défense anti-missile. Comment est-ce que ça marche ? Eh bien, un satellite capteur est placé en orbite dans l'espace et repère le missile. Oui, car les missiles conventionnels quittent l'atmosphère. Ensuite, un réseau de radars au sol suit la trajectoire du missile. Et enfin, un intercepteur est envoyé à très grande vitesse pour détruire le missile en plein vol. Les Américains et les Russes se sont empressés de mettre en place ce système. Cependant, un accord de 1972, le traité ABM, anti-balistique missile, restreignait la disposition de systèmes de défense à un site uniquement. Les États-Unis décidèrent de protéger une zone de lancement de missiles intercontinentaux basée à Grand Forks et la Russie choisit Moscou. Donc pas de course au système de défense et stabilisation de l'équilibre entre les puissances. C'est ce que l'on appelle la doctrine MAD, Mutual Assured Destruction, soit destruction mutuelle assurée. Et ce soir, retrouvez Politique Éco, Olivier Pichon et Pierre Bergerot reçoivent le directeur de l'IREF, Nicolas Locossin, pour la présentation de son dernier ouvrage, Les donneurs de leçons. Et tout de suite, une nouvelle chronique de la France de Campagnol avec Christian Combaz. Et c'est maintenant la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À demain. Bonsoir. Vous savez, nous savons tous que dans l'espèce de frénésie de rénovation des services publics et qui essaie de se transformer en services privés, il y a beaucoup de ridicule lié au folklore, à l'apparence, quand on essaie de renommer un service traditionnel comme le courrier, la tournée du facteur ou l'accueil pour un mandat au guichet. Quand on transforme tout ça en conseil financier, en service à la personne, en nouvelle solidarité, en nouvelle mobilité et j'en passe, c'est un peu grotesque, mais ça plaît au moins au président. Alors, ça fait là aussi la fortune des infographistes, des auteurs de logos, de slogans, mais je voudrais vous soumettre un truc qui montre que tout ça n'est qu'un masque bleu et rose sur un visage absolument hideux, et qu'en fait, on plaque toute l'iconographie et le discours angélique, macronien, cool, sympa, sur une réalité qui n'a pas bougé depuis Fernand Reynaud, ou plus proche de nous, Danny Boone. À propos de quoi ? De la Poste. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas vous parler de la banque postale, il faut garder quand même un peu de charité, mais de réexpédition du courrier. Prenons le cas où vous vous occupez d'une personne âgée de votre famille à Paris pendant 2 ans. Mettons, autrefois, vous pouviez prendre un abonnement renouvelable pour vous faire renvoyer votre courrier chez cette personne, et maintenant, c'est plus possible. C'est-à-dire qu'après une année passée auprès d'une personne malade, au moment où souvent elle va encore moins bien, vous devez aller chercher votre courrier tous les mois à Lyon ou à Avignon, ou alors vous faire domicilier carrément chez la personne, parce qu'on ne peut pas renouveler. Mais il y a mieux, ou il y a plutôt encore pire, c'est que si votre contrat de réexpédition arrive à échéance, mettons le 15 février, est-ce que vous croyez que le 1er février, les services de la Poste vont vous envoyer un mail pour vous dire « Attention, il va falloir y songer » ? Pas du tout. Ils vous envoient des dizaines de propositions commerciales, mais pour vous dire « Votre contrat va prendre fin », 0. Qu'est-ce que ça leur coûterait ? Rien. Et pourquoi ne le font-ils pas ? Parce que ça ne rapporte rien.
Alors souvent, on me parle de la différence entre le public et le privé, et normalement, l'une des différences, c'est qu'alors que le public se moque totalement de vous et de vous prévenir ou de vous venir en aide, le privé, normalement, au nom du commerce, du marketing, de la bonne image, devrait être extrêmement prévenant avec vous pour garder votre clientèle. Mais justement, dans la privatisation des services de la Poste, le genre Chronopost, etc., vous avez le pire des deux mondes. D'un côté, tout est payant, de l'autre, comme on reste une bande de branleurs, on n'a pas de consignes et donc on ne fait rien. Et souvent, c'est commode de n'avoir pas de consignes, ça permet de ne rien faire. Par exemple, quand vous achetez assez cher pour 6 mois un changement d'adresse pour une nouvelle adresse plus proche qui n'est pas l'air d'être l'ancienne puisque c'est pas renouvelable, comme ça, on vous donne un numéro de code qu'on va envoyer à votre ancienne adresse. Mais j'y suis pas justement, vous dites. Mais ne vous en faites pas, on a tout prévu. On vous demande d'aller au bureau de poste local pour faire valider votre réexpédition en présentant une pièce d'identité. Donc vous allez faire la queue pour présenter une pièce d'identité. Et là, vous tombez sur un personnel qui, visiblement, a été recruté en bloc dans un pôle emploi de banlieue pour ressembler à sa clientèle. Donc, vous vous sentez un peu atypique et déjà plutôt mal barré. Bonjour, de quoi s'agit-il? Il s'agit de faire valider un changement d'adresse temporaire. Alors le type examine votre passeport et vous délivre un bordereau où normalement tout devrait être signé, déclaré sur l'honneur, etc. Mais tout reste vide. Le type n'a pas le courage de remplir le papier, donc il vous donne rien à remplir non plus. Il n'y a que votre numéro de passeport et un coup de tampon. Alors je lui dis, vous êtes sûr que c'est bon? Oui, oui, il faut compter 2 jours pour l'activation. 12 jours après, aucun courrier retransmis. Vous voulez téléphoner à votre bureau de poste lointain, là, le Campagnolet. En fait, sur l'annuaire, il n'y a plus de numéro de téléphone pour un bureau de poste. Comme me le disait un type au comptoir de Campagnol, ils étaient trop occupés à rien foutre pour répondre au téléphone. Donc, vous passez par 14 interlocuteurs nationaux qui essaient de vous envoyer vers le site internet de la Poste. Et là, finalement, vous tombez sur une dame à Paris qui vous réclame votre numéro de contrat de réexpédition et le code postal du bureau envoyeur. Pour vous dire, eh bien, votre compte n'a pas été activé. Alors quand même, vous protestez en disant « j'ai un papier du bureau de poste de Viry-Châtillon dans l'Essonne avec mon numéro de passeport qui atteste le contraire ». 5 minutes après, autant pour moi, votre compte a bien été activé le 8 mars. Alors c'est bizarre, je lui dis, j'ai vérifié il y a un quart d'heure mon compte sur Internet, il disait pas activé. Et là, on me répond, vous pouvez y retourner et voir que c'est activé. Donc je lui dis, c'est pas depuis le 8 mars, vous venez de le faire juste après m'avoir quitté pour ne pas vous faire engueuler. Vous êtes libre de penser ce que vous voulez. Eh bien, et là, c'est moi qui m'adresse à vous. Vous aussi, vous êtes libre de penser ce que vous voulez. Abonnez-vous, merci. Pour redorer son blason bien abîmé et continuer sa grande œuvre de débat national, Emmanuel Macron décide donc de convier à l'Élysée une pléiade d'intellectuels, une 60aine pour être plus précis, pour disserter sur la couleur des gilets ou sur l'état de la France. Et tout ça d'un seul coup. Voilà qui change des dîners feutrés et des tête-à-tête intimistes propices aux confidences. En soi, l'idée n'est pas forcément mauvaise. On se plaint assez de l'abaissement du niveau des débats politiques pour ne pas se réjouir qu'on fasse pour une fois appel à des gens qui, normalement, savent penser à peu près correctement. Le problème vient plutôt de la représentativité du panel, fait d'intellectuels, pas beaucoup d'esprit vraiment libre. Ce serait trop dangereux. Et puis, les Soljenitsyne, de nos jours, ça ne court pas les rues. Ainsi donc, pas un seul représentant de la pensée conservatrice ou même de la pensée libérale conservatrice. C'est peu. Emmanuel Macron n'allait tout de même pas inviter Zemmour, ne rêvons pas. Manu ne pouvait à ce point se mettre en difficulté. Mais pourquoi pas des genres Rémi Brague, par exemple? Ce ne sont pas des extrémistes, ce sont de brillants esprits. Ils ont toute légitimité pour incarner un certain regard sur notre pays en quête de sens et de racines. Au lieu de cela, Emmanuel Macron va se confronter avec un Daniel Cohen,
ancien soutien de Benoît Hamon, ou à Philippe Aghion, qui avait participé à l'élaboration de son propre programme. Tout cela, franchement, est ébouriffant, tout cela est électrique, j'en frissonne d'avance. Il ne fallait pas attendre de miracle de la part d'un homme dont le logiciel de pensée politique est épuisé et qui recycle des idéologies usées jusqu'à la corde. Un pseudo-libéralisme, un européisme abstrait, un centrisme fadasse. En fait, c'est qu'Emmanuel Macron, lui, l'ancien disciple de Paul Ricoeur, comme il aime à le rappeler, et comme il l'a rappelé pendant la campagne présidentielle, rêverait d'être un intellectuel. Serait-il meilleur intellectuel que président de la République? Probablement pas, car, comme le dit la sagesse populaire, quand on est bon en rien, on est mauvais en tout. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.